Alors, bienvenue au Ciné-Club de Rico pour la suite des années 80. J'espère que vous avez aimé la première partie. Je suis de retour avec mon ami et collègue Hugo Martin. Salut Hugo! Salut! Es-tu en forme? Oui, absolument. Parce que là, on a du stock, mes chers amis. La difficulté, je me suis rendu compte que plus on avance dans les années 80, on dirait que les films se multiplient. Oh my God, grosse différence là. On commence vraiment à avoir beaucoup de bons films. Ouais, puis parce que il y a des gens, quand on a fait la première partie, tu sais, de 80 à 84, qui me disaient, bon, vous avez oublié tel film ou tel film. Mais là, je suis pas sûr qu'on va en oublier. Peut-être qu'on va en oublier quelques-uns, parce qu'évidemment, on peut pas parler de tous les films, là. Mais on a vraiment fait un gros travail d'introspection pour essayer de rien oublier. Ouais. Fait que, on va commencer comme on le fait d'habitude, avec les hits musicaux. C'est le fun de commencer avec ça parce que, vous savez, comme je le dis tout le temps, la musique, le cinéma, c'est interrelié. Souvent, les succès musicaux, on les retrouve dans les films. Et d'ailleurs, les gros hits cette année-là, en 1985, ça a été l'année de George Michael et de Wham, si tu te souviens. Oui, Wham! Ben oui, je m'en rappelle. Alors, le numéro 1 au Billboard mondial cette année-là, c'était George Michael et son groupe Wham avec la chanson Careless Whisper, un slow que bien des gens ont aimé danser, un slow cochon, mes chers amis. Et il y a eu évidemment Madonna qui est arrivée dans le décor avec Like a Virgin. Like a Virgin, oui, qui avait été très provocateur, je pense, à l'époque. Oui, Madonna qui déjà commençait à aimer ça, provoquer. Madonna a toujours aimé ça. Et en troisième place, encore George Michael avec Wake Me Up Before We Go. Oui, ça c'était bon. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go. I don't wanna miss it when you hit that high. Tu te souviens de ça? Ben Toi, oui. c'est ça que tu m'expliquais, t'étais plus le genre pop que métalleux. Ouais, mais j'aime ça. George Michael, j'ai toujours aimé ça. Il y avait toute une voix, comme chanteur pop, c'était dur à battre. Là. Très bon. OK, on a fait notre petite parenthèse musicale. Maintenant, on va parler des films à proprement parler. On commence toujours avec le box-office. Alors, le numéro 1 en 1985, ça commence bien parce que tu as le chandail Oui. Back to the Future. Back to the Future, exact. Ça a été tout un film, ce Retour vers le futur. Un film magistral que je considérais comme un chef-d'œuvre. C'est un film, pour moi, c'est un film parfait. C'est un film qui a traversé le temps. C'est un drôle de parallèle en parlant du film, mais c'est encore... le monde parle encore beaucoup de ce film aujourd'hui. Moi, je me souviens... Toi, tu l'as-tu vu au cinéma? Je l'ai vu au cinéma. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Ah ouais, tu t'en souviens? Oui. Ah, il me semble que tu m'avais dit que tu l'avais vu en programme double avec Breakfast Club. Breakfast Club en premier, puis Retour vers le futur en deuxième. Cool, méchant beau programme double. Fait que Retour vers le futur, moi, j'ai déjà fait le test un peu. Je me suis déjà posé la question. Je me suis déjà dit, Retour vers le futur, d'après moi, là, c'est le film le plus universellement aimé de l'histoire du cinéma. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Indiana Jones, il y a des gens qui n'aiment pas James Bond. Mais Retour vers le futur, c'était l'idée de génie de prendre... Parce que moi, quand j'étais allé le voir, j'avais l'âge un peu, j'étais peut-être un peu plus jeune que Marty McFly, mais j'étais dans les mêmes âges un peu. Puis mes parents qui venaient avec moi avaient l'âge des parents de Marty. Puis tu sais, ils se reconnaissaient dans l'histoire, tu sais, des parents du jeune homme. Ouais. Puis peu importe l'époque où ça se passe, c'est un sujet qui est universel. Tu sais, le Flo qui va dans le passé rencontrer ses parents, tu sais, à l'âge qu'il avait. C'est incroyable. Puis nos parents qui nous disaient toujours qu'ils étaient des anges, supposément, mais alors qu'ils ont déjà été jeunes, puis sûrement qu'ils ont fait des niaiseries aussi. Hein. Marty qui disait « Mon père est un pervers! » Puis sa mère qui tombe en amour avec lui. Ben oui, non, c'était génial. Elle l'appelle Pierre Cardin. Mais je sais pas, Pierre Cardin, puis en anglais, c'est Calvin Klein. Calvin Klein. Ouais. Mais c'est excellent ce film-là. Puis
je me lâche jamais de le revoir. Non, c'est ça, c'est un film tu sais, même avec le temps, on dirait qu'il se bonifie, tu sais, puis les suites sont bonnes aussi, là, on en parlera plus tard quand on en arrivera là, mais Back to the Future, là, ça a été vraiment pour moi un des meilleurs films. C'est reconnu, à mon avis, c'est un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. On n'ose pas dire ça, on met toujours Citizen Kane, des films comme ça. Ben, mais... j'ai vu les deux, mais j'ai pas mal plus de fun à regarder Retour vers le futur que Citizen Kane. Parce que Back to the Future, disons que c'est peut-être le meilleur film de l'histoire du cinéma pour le grand public, là, pour Monsieur Tout le Monde. Puis ça rejoint un gros bassin. Fait que ça a fini numéro 1 au box-office et je suis pas tellement surpris parce que vraiment, tu sais, on a dit, on disait qu'en 85, il y avait une baisse d'achalandage dans les cinémas. De 17% par rapport à l'année précédente. 84, il y avait eu des gros films qui étaient sortis. Ben les studios disaient que c'était à cause du manque un peu disons, il n'y avait pas assez d'idées originales au cinéma. Plus ou moins d'accord, parce que vous allez voir qu'il y avait quand même du stock en 85. Ouais. En deuxième position, Rambo First Blood Part 2. Oh, ouais, ça c'est quelque chose. Rambo 2. Là. Moi, je me souviens la première fois que j'ai vu ça, ma gardienne, elle m'avait mis ça là, pour passer le temps. Puis je me souviens, après une gardienne cool. Ouais, après le film, je voulais encore le regarder. Elle l'a remis une autre fois. Ouais. Puis après la deuxième fois, elle l'a remis une troisième fois. Tu sais que c'était 18 ans et plus dans le temps que c'est sorti au cinéma. C'était très violent comme film. Ta gardienne, là, je te dis qu'elle t'en permettait des choses. Non, c'est ça, mais le film c'est kitsch, même. C'est tellement divertissant. Hein. Moi, je dirais, le premier Rambo, c'est peut-être le meilleur film, mais moi, mon préféré, ça reste le deuxième. Moi, ça a toujours été le 2. Le 2, là, c'est tellement... Il y a des scènes... Stallone, il disait que c'était un des tournages les plus difficiles parce qu'il avait tourné au Mexique. Ouais. Dans la jungle au Mexique, puis il faisait des 40 degrés, 45 degrés par jour. Puis je me souviens, il se levait à, je pense, 3 heures du matin pour s'entraîner. Ouais, il faisait des pompes. Puis après la journée de tournage, il retournait au gym s'entraîner encore. Hein, un vrai de vrai Stallone. Ouais. Puis, tu sais, ça a été encore les Américains qui étaient obsédés par la guerre du Vietnam. Tu sais, ça les a trottés dans la tête longtemps. Il y avait beaucoup de films dans ces années-là. Il y avait eu, évidemment, quelques années avant, The Deer Hunter. Il y a eu toutes sortes de films qui ont été faits sur la guerre du Vietnam. Mais là, cette fois-ci, les Américains retournaient au Vietnam pour gagner la guerre. Avec Rambo à lui Avec un seul homme. Avec un seul homme. The One Man Army. Et ça a été le premier gros hit de ce genre-là au cinéma. Ça a été Rambo 2, là, ça a été comme le début d'un nouveau genre de film d'action. Oui, c'est vrai ça. Parce qu'il y a eu Commando après, il y a eu les Die Hard, Predator. Mais Rambo First Blood Part 2 était vraiment la bougie d'allumage pour ce gros cinéma de testostérone, c'est gros, qu'on va retrouver après dans tu sais, les acteurs hyper musclés qu'on voit à l'écran. Ça a été beaucoup ça, là, Rambo, First Blood. Toujours les Américains contre les méchants Russes aussi. Ça a été une belle année pour Stallone parce qu'en troisième position, c'était Rocky IV. Rocky IV. Ouais, Rocky IV. Toi, t'en as pensé quoi de Rocky IV? Rocky IV, je pense que c'est mon préféré de toute la saga. Avec, moi, c'est le 3, mais... Ouais, j'ai beaucoup aimé le 5, même si le 5 était descendu par la critique. Mais le 4, c'est comme le Rocky sur stéroïdes. Là. Il s'en va en Russie pour se battre avec quelqu'un qui peut pas gagner contre ce gars-là. C'est impossible de battre Drago, mais Rocky défie toutes les lois. Ouais. Puis en plus, c'était dans plein contexte encore de la guerre froide. C'était les Américains contre les Russes. On voit à la fin du film que l'issue de la rencontre va avoir des retombées politiques. Là, parce qu'on voit le commandement suprême de la Russie qui regarde le match. Puis, Drago qui est vraiment montré comme le méchant à la fin, il dit « Je me bats pour moi! » Là, il lève le gars dans les airs. Puis à la fin, les commentateurs disent « Le cœur de la Russie bat pour Rocky Balboa! » C'est à croire que les Russes là, commenceraient à prendre pour un Américain. Même, non. Mais ce qui était entraînant, c'était vraiment c'était Stallone qui l'a réalisé. À partir du 2, c'est Stallone. La trame sonore de Vince DiCola. Vince DiCola avec... il y avait tellement des chansons mémorables là-dedans aussi. Art on Fire. Plein de chansons. Puis le training montage, on voit Stallone dans un shack en bois rond. Il fait même pas de... Moi, ce qui m'a
il fait même pas de sparring. Il n'y a pas de sparring. Non, il n'y a pas besoin de ça, lui. Puis on voit le parallèle. Le Russe, il est entraîné avec la technologie. Ouais. Puis Rocky, il s'entraîne dans le bois. Avec sa hache. Avec sa hache. Puis c'est ça, c'est vraiment bon. On me demande jusqu'à quel point c'est réaliste, mais bon, en tout cas, on embarque parce que Stallone réussit à nous faire embarquer là-dedans grâce au dynamisme. C'est le rythme est juste parfait dans ce film. C'est excellent. En 4e position, c'était Steven Spielberg qui s'essayait un peu à un autre genre de film que ce qu'il était habitué de faire. Ça a donné un très bon film et un bon succès pour Spielberg. The Color Purple avec une... Super de bon film. Oui, avec une distribution entièrement... C'est tous des acteurs afro-américains. Oui. Danny Glover, Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey qui sont là-dedans. On a tendance à oublier qu'Oprah Winfrey était là-dedans. C'est vraiment un bon film. C'est un beau film aussi. Oui, touchant. Puis il y avait également Quincy Jones qui a fait la trame sonore. Ça a changé de John Williams. Ouais. Je pense que c'est l'exception dans ce filmographie. Il y a eu 2 films de Spielberg qui n'ont pas été... dont John Williams n'a pas fait la trame sonore. Il y a Ready Player One, je pense. Non, ça a été... je pense que c'est John Alan Williams. Silvestri. C'est Alan Silvestri qui l'a fait? Oui. OK, donc il y en a eu plus que... dans les dernières années, il y en a eu quelques-uns. Ouais. Bridge of Spies, je pense que ça a été un autre aussi. Oui, c'était un autre, je pense. Mais en tout cas, Quincy Jones qui a fait et il y avait d'énormes espoirs pour Spielberg qui avait déjà été nommé plusieurs fois aux Oscars. Et là, on pensait que ça allait être son année. Eh bien non, ça n'a pas été l'année de Color Purple. Non. Grosse déception pour Spielberg qui était le favori aux Oscars. Et finalement... Le film qui a remporté la statuette, c'est celui qui arrive en 5e au box-office. Out of Africa. Out of Africa avec Robert Redford et Meryl Streep. C'est une histoire d'amour avec une belle trame sonore de John Barry, réalisée par Sidney Pollack. C'est un beau film. Redford qui est mort l'année dernière. Il est mort cette année? Non, il est mort... En 2025. il est mort en 2025, 2025, c'est ça. Dernière. Et c'est reconnu comme étant un excellent film de Robert Redford. Évidemment, il faut aimer les histoires d'amour un peu sirupeuses. Là, ça se passe en Afrique. Mais ces 2 grands comédiens, à l'époque, là, c'était la mode de matcher Meryl Streep avec tous les grands acteurs. Il avait fait un film avec De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, elle avait fait Kramer versus Kramer. Ça, c'était très bon. Et là, c'était le temps de la mettre avec Robert Redford. Et le film a gagné tout raflé aux Oscars. Meilleur réalisateur, meilleur film. C'est un bon film. Oui, c'était bien. Oui. Mais on peut pas dire aujourd'hui, ça fait quand même un petit bout de temps que je me suis dit... Mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas écouté Out of Africa, là, je serais dû. Non, c'est ça. Je me dis plutôt, je vais aller écouter Retour vers le futur. C'est ça. OK, en 6e position, Cocoon. Oui. C'était bon, ça. Cocoon, c'est très bon. Très bon. Moi, je trouve la force de Cocoon, c'est que ça nous offrait un film de science-fiction un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Tu sais, un film de science-fiction avec des gens du 3e âge. Oui, puis c'était très humain comme film aussi. C'était touchant. Touchant. La musique de James Horner, encore une fois, qui était... excellente. Tu sais, l'autre jour, tu parlais de Steve Guttenberg. Oui, dans Cocoon, il est super bon. Il est meilleur. Il est meilleur dans Cocoon, on va se le dire. C'est un meilleur film, Cocoon. Oui. C'était réalisé par Ron Howard. Moi, j'avais beaucoup aimé Cocoon. Il y a des gens aujourd'hui qui trouvent que le film a mal vieilli. Moi, j'ai encore du plaisir. J'ai encore autant de plaisir. Même, c'était un guilty pleasure, mais le 2, je l'ai pratiquement autant aimé. Je l'ai aimé aussi. Hein. Qui était moins bien réalisé, faut dire, mais qui était quand même intéressant à voir. C'était le fun de retrouver ces personnages-là qu'on avait aimés dans le premier. C'est ça, exact. Don Amici qui était là-dedans, Jessica Tandy, plein d'acteurs qui ont eu des belles carrières au cinéma. Et je trouve ça intéressant parce que souvent au cinéma, on donne pas beaucoup de rôles intéressants quand les acteurs commencent à vieillir. Et je trouvais que, pour une fois, on avait un film intéressant qui était grand public, qui était un blockbuster. Et les vedettes du film, c'était des personnes âgées. C'est ça, ouais. Et ça a très bien fonctionné. Il y a eu des nominations aux Oscars. Je pense que Jessica Tandy ou Don Amici, peut-être, avait gagné. Don Amici, je pense, avait gagné meilleur acteur de soutien. OK, en 7e position, la suite de Romancing the Stone, de Jewel of the Nile, avec le duo Michael Douglas, Kathleen Turner. T'en as pensé quoi de la suite? J'ai aimé ça. Ouais. C'est sûr que le premier est meilleur, mais j'ai quand même... j'ai trouvé ça divertissant. Hein?
Oui, c'était le fun. C'était humoristique. C'était un peu dans le même ton que le premier film. On aurait souhaité voir une trilogie. Moi, j'aurais aimé ça, voir une trilogie avec ces personnages-là. Ça... Ben, j'ai entendu dire que Kathleen Turner a fait une crise du bacon parce qu'elle voulait pas jouer dans le 2, mais elle était sous contrat. Bon. Puis elle faisait un peu la prima donna, mais peut-être que ça a envenimé le... C'est de valeur parce que c'est un de ses bons rôles, je trouve. Ouais, ben elle était tellement bonne dans le rôle de... Comment elle s'appelait là-dedans? Je me rappelle plus de son nom, de son personnage. Wilder, c'était ça? Quelque chose comme ça. En tout cas, ça nous reviendra. Je me souviens de Jack Colton. Colton qui était joué par... Michael Douglas. Michael Douglas. Là. Ouais, non, mais c'était le fun. C'était une belle série de films. En fait, il a eu la trilogie. Ils ont fait War of the Roses. C'est pas tout à fait la même affaire. En 8e, Witness de Peter Weir avec la seule nomination aux Oscars qu'il a eu dans sa carrière. Harrison Ford. C'est injuste. Il aurait dû au moins en avoir une peut-être pour Le Fugitif. Puis Indiana Jones, le premier. Écoute. Disons qu'il y a beaucoup de films très populaires que Harrison Ford a fait, puis souvent ces films-là sont boudés par la critique, par les Oscars. Witness, c'était excellent ce film-là. Oui, avec un policier qui enquêtait sur un meurtre dans une communauté de Juifs Amish. Ouais. Et il y avait Kelly McGillis en mode pré-Top Gun. Oui, pré-Top Gun. Puis c'est le fun d'avoir Harrison Ford jouer un rôle complètement différent. Ouais. D'un rôle de héros. Hein, il y a quand même un petit... Tu sais, il joue quand même un policier. Il y a quand même un petit côté dur à cuire dans le film. Mais disons qu'il s'essayait, à des rôles plus dramatiques un peu. Ouais. Puis il a toujours été bon, je trouve. Il a toujours été sur la note, Harrison Ford. Peu importe le rôle dont il faisait. Il n'a jamais surjoué. Il a toujours fait ses rôles dans le bon ton. The Goonies en 9e place. Ah, ça, par contre, The Goonies. Bon. Les Goonies, là, c'est un classique, ça aussi. Écoute, c'est un teen movie des années 80. C'est un film d'aventure. Qui n'a pas eu cette idée-là un jour, de partir avec ses amis à la recherche d'un trésor quelconque, avec une carte? Absolument. On a tous fantasmé ça dans notre jeunesse. Puis l'histoire est vraiment le fun aussi. C'est Richard Donner qui a fait ce film-là. Ouais, puis c'était... il avait fait 2-3 films avant qui étaient passés un peu inaperçus, mais ça l'a vraiment remis sur la map, je trouve, les Goonies. Il avait fait The Omen, il a fait Superman. The Omen, oui, mais après Superman 2 qui a été renvoyé, on dirait qu'il y a eu un petit passage à vide. Puis ça, les Goonies, ça l'a vraiment propulsé à nouveau. Puis d'ailleurs, c'était en coproduction avec Spielberg. En fait, c'est sur une idée de Spielberg. C'est Spielberg qui a écrit le scénario, je pense. Et il était sur le tournage, Steven Spielberg, puis Richard Donner, d'ailleurs, il dit qu'il y avait sur le tournage, il aimait ça diriger les enfants, mais il dit qu'il y avait un enfant de plus sur le tournage, Steven Spielberg. Ah ouais? Puis contrairement, l'autre jour, on parlait de Poltergeist, qui a été sans doute réalisé par Spielberg. Ouais. Là, c'est vraiment Richard Donner qui l'a réalisé. Oui, absolument. On le voit, c'est vraiment son style, sa réalisation. Puis, tu sais, moi, je pense que le succès que Spielberg a réussi à avoir, c'est parce qu'il a toujours réussi à garder un esprit d'enfant. Ouais. Alors que la plupart des adultes, je dis pas qu'on l'oublie complètement, mais... il y a des idées, il y a vraiment l'idée, quand on était jeune, les films d'aventure comme Indiana Jones, The Goonies. The Goonies, c'était vraiment le fantasme un peu qu'on avait quand on était jeune. Puis en plus, on retrouve dans ce film-là tout un peu, quand on regarde les personnages du film, c'était nous quand on était jeunes. Les petits kicks qu'il y avait avec les filles dans le temps, le goût de l'aventure, l'amitié, à la vie, à la mort avec nos amis. Super bon. Très beau film. En 10e position, c'est une comédie que j'ai beaucoup aimé avec Dan Aykroyd et Chevy Chase, Spies Like Us. Oui. J'ai vu ça. Je l'ai pas vu souvent. Je l'ai vu peut-être 1 ou 2 fois. Ça fait longtemps. Ah non, moi j'avais adoré avec ces 2 acteurs-là qui étaient les 2 gros noms de la comédie à ce moment-là. Et ils font des espions. Hein. Ils vont participer à une grande mission d'espionnage. Ils sont pas tout à fait les... Non, je me souviens, ils passent des examens à CIA, je pense, puis ils sont... Ils trichent. Ouais. Chevy Chase a un plâtre avec les réponses dedans. En tout cas, c'était assez amusant comme film. Réalisé par John Landis. OK. Alors, ça fait le tour un peu du box-office cette année-là.
Cette année-là, dans les trucs spéciaux, ben Roger Moore commençait à se trouver un peu vieux en James Bond. D'ailleurs, c'est l'année où A View to a Kill View to a est Kill, sorti. avec l'excellente chanson Ben oui, de Duran Duran. Dance into the fire. That fatal kiss is all we need. Oui, qui était vraiment très bonne. Et Roger Moore a confié que quand il s'est rendu compte que Tanya Roberts était Il beaucoup était trop... plus vieux que la mère de sa Bond girl. Ouais. Donc, il s'est dit, bon, c'est le temps que j'arrête. Donc, il a décidé, Roger Moore, tout simplement d'annoncer que A View to a Kill, ce serait son dernier James Bond. Écoute, on voit un peu dans View to a Kill là, que Roger Moore commence à être un peu au bout du rouleau dans le personnage. C'est encore sympathique de le voir parce que ce qui a fait la force de Roger Moore, c'est pas tant les scènes d'action, mais plus sa personnalité. Ouais, son humour aussi. Son charme. Ouais. J'ai vu une entrevue récemment avec lui où il avait vu les films avec Daniel Craig, puis il dit il n'aurait pas toffé 5 minutes dans Casino Royale. Il dit, j'aurais jamais fait ça. Puis l'animatrice il avait demandé est-ce que vous faisiez vos cascades dans le temps? Ben, il dit j'ai fait une couple de scènes d'amour. Ça, il les faisait. Il n'y avait pas de problème avec ça. Ouais. Mais Roger Moore, qui a annoncé que c'était son dernier James Bond. Pour les Oscars, eh bien, Out of Africa, évidemment, a gagné. William Hurt a gagné l'Oscar du meilleur acteur pour Le baiser de la femme araignée, avec un film dans lequel il partageait l'écran avec l'excellent Raoul Julia. Et Geraldine Page a gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour le film The Trip to Bountiful. OK, on y va avec... vas-y avec... T'as-tu des idées un peu là, parmi les films qui t'ont marqué? Ben, moi, les films qui m'ont marqué, j'en ai... La chair et le sang de Paul Verhoeven, un film moins connu, qui est un gros échec au box-office, mais un film qui se passe au Moyen-Âge. Puis dans ce film-là, on voit tout de suite le Moyen-Âge, c'était pas une période qui était le fun à vivre. Non, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de héros. À proprement parler, ouais, c'est ça, il n'y a pas de héros vraiment. Il n'y a aucun héros. Tous les personnages sont corrompus à un certain degré. Rutger Hauer, là-dedans, il fait vraiment un salopard. Hein. Ben là, il participe à un viol collectif. Oui, c'est pas... C'est Jennifer Jason Leigh qui est là-dedans, qui se fait violer, je pense, ça se peut-tu? Puis, mais tu sais, le souci du détail dans ce film-là, sur comment devait être le Moyen-Âge, je trouve que c'est... c'est une période sauvage, barbare, là. Puis c'est très bien rendu dans le film. Verhoeven, qui est déjà... je pense que ça avait fait quand même sensation, ce film-là, parce que c'est le film qui a permis de réaliser ensuite Robocop. Puis, puis moi j'ai le livre de Paul Verhoeven, puis il dit que pendant le tournage, il voulait mourir, là, que c'était la pire expérience de sa vie. Ah ouais? Il dit qu'il voulait plus jamais refaire de film après, mais finalement... il en a refait, là, mais... il dit que c'était un tournage extrêmement difficile. Il a pris 2 Tylenol puis ça a passé. Ouais. Bon, écoute, moi j'ai un film, tu parlais d'un réalisateur étranger aussi, il y a un film que j'adore, moi, dont je parlais. Est-ce que tu as déjà vu le film Comanche, Requiem pour un massacre de Elem Klimov? Non, ça me dit absolument rien, ce film-là. Film extraordinaire, film de guerre, c'est absolument remarquable comme film. Alors, regardez-le, c'est tough. Il y a des scènes de ce film-là qui sont vraiment dures à regarder. Elem Klimov qui avait même tourné certaines scènes à balles réelles. Il avait tiré des balles pour créer l'effet de... il n'a pas mis ses acteurs en danger quand même, là. Mais tu vois, à un moment donné, il y a certaines scènes du film où tu vois les personnages qui courent. Là, c'est un jeune homme là, avec sa copine. Là. Ah, oui. Puis ils ont vraiment de l'air terrorisés. Là. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est un film absolument formidable. Un des meilleurs films de guerre de l'histoire du cinéma. Ça se passe évidemment durant le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. C'est très, très rough comme film. Silverado western avec Kevin Kline. Kevin Costner, son premier gros rôle. Là. Ouais, il y avait beaucoup de bons acteurs là-dedans. Ouais. Puis je me souviens, ça fait longtemps que j'ai vu le film, mais c'était un western qui a quand même bien marché. Alors qu'on était dans une époque où les westerns, c'était vraiment un genre qui n'était pas très populaire. C'est ça, exact. Il y avait avait tellement une belle distribution dans ce film-là. Jeff Goldblum, je pense, était là-dedans. Ouais, Danny Glover, je pense. Danny Glover. En tout cas, il y avait plein d'acteurs. Il y a le film d'horreur House, la fameuse main qu'on voit en train d'ouvrir la porte, qui était un film d'horreur amusant. To Live and Die in L.A. Ouais, de William Friedkin. C'est très bon.
Super bon. Avec film. William Peterson Ouais. et Willem Dafoe qui joue Oui, dedans. oui, oui. Un film à propos de criminels qui font du counterfeiting. Ben, je veux dire, ils font de la prennent fausse de l'argent. monnaie. Ouais. Ils font de la fausse monnaie. Puis il y a un agent du FBI là-dedans. C'est William Peterson, je pense. Ouais. Qui essaie en tout cas, qui essaie de les attraper. Il y a eu le film A Room with a View, qui était un film de costume avec Helena Bonham Carter, qui était réalisé par James Ivory, qui a eu quand même un beau succès, que les cinéphiles ont aimé aller voir au cinéma. Il y a eu le 3e volet de la trilogie zombie de George Romero, Day of the Dead. Day of the Dead. Qui était très bon. Ça se passe Ouais. comme dans des souterrains. Ouais, c'était bon. Le On film, essaie de domestiquer des zombies là-dedans. J'ai aimé le huis clos, un peu comme dans Ouais. dans le centre d'achat avant, dans Dawn Ouais. of the Dead. Là. J'aime ça, ce genre de film-là. C'est une suite qui était quand même, tu sais, qui jurait pas par rapport au deuxième. Non, c'était correct. C'est C'était comme le beaucoup meilleur. moins bon que le 2, mais Ouais, c'était quand même bon. Le deuxième, c'est le meilleur, définitivement. Ridley Scott s'est essayé au genre fantasy movie avec Legend, Oui, avec Tom Cruise qui a l'air d'une petite collégienne là-dedans. je pense, ouais, Tom Cruise, c'était pas, il n'aurait pas dû accepter ce rôle-là, je pense. C'était pas, on n'aurait pas pensé que Tom Cruise deviendrait la plus grosse vedette Non. d'Hollywood avec ce film-là. Non, là. non. Il est parti de Risky Business, c'était bien parti Legend. Whoopalai! Moi, je trouve, en tout cas, c'est peut-être pas... mais ce qui était bien casté pour le film, ben, l'actrice était très bien Ouais. castée. Tim Curry était super bon. Tim Curry était A1 dans Ouais. le rôle du Prince des Ténèbres. Prince des Ténèbres. Ouais, Le design du personnage était magnifique. Là. ouais. Il y a eu la petite comédie, ceux qui aimaient Travolta et Jamie Lee Curtis, Perfect. Avec ouais. Jamie Lee Curtis qui se brassait le popotin dans des petites tenues. C'était populaire dans le temps, hein, les vidéos de Jane Fonda dans le temps. Elle faisait des vidéos. Tu te souviens-tu des cassettes vidéo de training, de workout? On était dans cette période-là. Là. C'était gros. Les gens aimaient aller fréquenter des gyms où il y avait des workouts comme ça. Là. Moi-même, écoute, je t'avoue qu'à un moment donné, je m'entraînais au Nautilus, puis je voyais le workout à côté. Puis on regardait les filles qu'il y avait là. C'était juste des filles, dans le fond, qui allaient là. Moi, j'avais dit à mes chums, hey, ce serait le fun qu'on y aille à un moment donné. Mes chums, t'as pas game d'y aller. Moi, je suis allé. Puis j'étais tout seul de gars là-dedans. C'était magnifique. J'étais entouré de belles filles. J'étais comme Travolta dans Perfect. Silver Bullet, un film de loup-garou avec Gary Busey. Belle adaptation. C'était bon, ça. Puis c'était très... moi, j'avais trouvé ça peurant. Oui. Vraiment peurant. Le curé, hein, le prêtre. Hein, il y a comme un genre de culte autour du loup-garou là-dedans. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, il y a une scène dans le film, la scène la plus terrifiante, quand on voit la caméra se déplacer, puis on voit qu'il y a comme un œil avec une patch. Puis là, on sait que c'est lui, le loup-garou. Oui. Ça, c'est un des films qui m'a le plus terrifié quand j'étais petit. Hein. Silver Bullet, c'est basé sur une nouvelle de Stephen King. Moi, un film de Martin Scorsese qui est souvent sous-estimé des cinéphiles, moi c'est un de mes préférés de Scorsese, c'est After Hours avec Jeff Van Damme. J'adore ce film. C'était tellement bon, ce film-là. C'est une comédie. C'est un film que Scorsese a fait parce qu'il était frustré de ne pas avoir pu faire Last Temptation of Christ, qu'il va faire quelques années après. Et là, il était complètement déprimé. Il a même eu l'idée, à un moment donné, Scorsese, de réaliser Beverly Hills Cop. On lui avait proposé le scénario. Ouais. Et il avait parlé avec Sylvester Stallone et finalement, ça s'est pas fait. Il avait considéré de le faire. Ça dit à quel point il était déprimé. Ouais. Et là, il a décidé de prendre un scénario d'un nouveau venu. C'était un étudiant en cinéma qui avait écrit un scénario qui était fantastique et c'est tombé dans les mains de Scorsese. Il s'est dit, je fais ce film-là. Ouais. Et c'est mais amusé. Ce film-là, moi, je savais pas c'était quoi. Je regarde ça à la TV, puis je me disais, voyons, le gars, il est donc bien pas chanceux. Puis il arrive toutes les bad luck que toute la merde que tu peux pas imaginer. Là. Tout ça parce qu'il veut rencontrer une fille, puis là, la fille, finalement, c'est une folle, là. Mais c'était tellement bon. Hein. Et il dit dans le film, hein, je veux vivre, c'est tout ce que je veux. Et toi, tu y arrives, la merde, il tombe dessus. Non, j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire. Là. Ça se passe durant une nuit, évidemment, à New York. Runaway Train, moi, c'est un film que j'avais adoré de Andrei Konchalovsky avec John Voight. Eric Roberts. Très bon film. Une évasion de prison. Ouais.
Et ils vont embarquer dans un train. Il y a Rebecca De Mornay qui joue Ouais. là-dedans aussi. Là. Puis le train, ils sont pas capables de l'arrêter, puis ils sont pris à bord du train, puis il faut qu'ils essaient de trouver un moyen de s'échapper. Puis il fait froid, puis il on fait- les il policiers fait à moins leur, 30. à leur, Ouais, c'était bon. à leur poursuite. Un petit film de science-fiction qui était très spécial, réalisé par Joe Dante, Explorer. Qui Ouais, était sorti. Explorer, je l'avais noté aussi. Ça, c'est un autre fantasme qu'on avait quand on était jeune. Tu sais, on parlait tantôt des Goonies. Ouais. Mais l'idée d'aller explorer l'espace avec nos amis. Mais ce film-là est tellement bon. Mais je trouve que la troisième partie. Quand on voit les extraterrestres, c'est un peu décevant. Le film dégonfle. Parce Ouais. que le trois quarts du film c'est super bon. J'ai beaucoup aimé. Ben, c'est un petit peu les extraterrestres qui font quasiment un peu Muppet Show. Un peu à la fin, là, ça m'a comme sorti du film. Mais la première partie, là, le build-up là, est super bon. Ouais. Ils construisent, Ben quand oui. ils font la construction de leur engin pour aller dans l'espace, là, Ouais. c'est vraiment bien. Il y avait le film Enemy Mine, qui est un film de science-fiction avec Dennis Quaid et Ouais. Louis Gossett Jr. Avec, ça pouvait faire penser un petit peu à Duel dans le Pacifique de John Boorman, parce que là, on amène ce film-là dans un contexte de science-fiction où deux ennemis qui se font la guerre vont se retrouver, un extraterrestre et un humain vont se retrouver Puis ils pour vont avoir survivre. besoin l'un de l'autre justement pour survivre. Ils vont devenir des amis. Ouais, à un c'est moment ça, c'est très bon. Life Force, moi que j'avais bien aimé de Toby Hooper. Ouais, c'était bien. Ça m'a pas marqué, mais oui, il y avait des bonnes scènes. L'actrice qu'on voit tout nu tout le long Ouais. du film, ça a dû te marquer un peu. Ah ouais, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai vu. Hein. Je cherche son nom dans Ouais. ma tête, mais moi, t'as dit que, ouais, ouais. Les mots me manquent, tu vois, les mots me manquent. Reanimator de Stuart Gordon, j'ai failli l'oublier dans ma liste l'autre jour, puis je me disais, bon, ça a popé dans ma tête. Ouais. Reanimator, Ben, ouais, aimé ça. Reanimator. Moi, j'ai failli oublier Fright Night. Je sais pas Ah si oui. on en a parlé, Fright Ben Night. ouais, il est sur la liste, mais Ok. oui, Fright Je t'ai Night. devancé. Non, mais c'est correct. Mais Vas-y. moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Un des bons films de vampires que j'ai vus, réalisé par Tom Holland, qui a fait Child's Play après, entre autres. Là. Ouais. Puis c'était... comment je pourrais dire? C'était un film de vampire adapté aux années 80, je trouve. Ben, en même temps, c'est un film d'adolescents, parce Ouais. que tu sais, c'est des adolescents qui sont les vedettes un peu du film. Puis je trouvais ça intéressant que pour combattre le vampire, on va aller chercher celui qui est Un comme tueur de vampires. un tueur de vampire, mais à la télévision. À la télévision. Comme si, Ouais. mettons, nous, on pensait qu'il y avait un vampire à côté, puis on allait chercher un acteur qui jouait dans des films d'horreur pour venir nous aider. Ah, j'adorais ce film. L'idée était bonne et c'était une comédie en même temps. Il y avait de Ouais. l'humour. C'était un film, tu sais, on pouvait quand même. Puis les effets visuels de Richard Edlund Ouais. ont super bien vieilli aujourd'hui. Je l'ai vu il y a peut-être un an, le film, puis c'est encore... Les effets visuels sont... J'ai pas un mot à dire. Non, fait que tu sais, on a eu quand même des très bons films d'horreur aussi. Là, on a parlé de Reanimator de Stuart Gordon, qui reprend un peu l'idée de Frankenstein, tu sais, d'étirer la vie, qui est un docteur qui trouve un sérum pour réanimer les morts. Donc, c'était amusant comme film. C'est de valeur que Stuart Gordon n'ait pas fait d'autres films aussi bons que Reanimator, mais c'était très bien. Il y a Paul Schrader qui a fait l'excellent film Mishima, A Life in Four Chapters, qui était très, très bon. Un des bons films de sa carrière. Madonna, qui était une star non seulement de la musique, mais qu'on voulait l'avoir aussi au cinéma. Desperately Seeking Susan. Ouais, avec Ouais. Rosanna Arquette. Ouais. C'était bon, ça. C'était Ouais, un c'était bon bon. petit film. Et Madonna montrait quand même un talent d'actrice évident dans ce film-là. Elle n'a pas toujours été bien servie par les scénarios des films dans lesquels elle a joué, mais dans le cas de ce film-là, c'était intéressant. Donc, c'est un film dramatique. Il y a eu The Last Dragon, te rappelles-tu de ce film? Oui, ah, ça c'était bon. Avec Bruce Leroy. Bruce Leroy. Mais le nom de l'acteur, je me souviens plus trop, mais je me souviens que c'était un... Mais ça fait longtemps que j'ai vu ça. Ça doit faire 20 ans, pas loin de 20 ans. Puis... Mais je me souviens que j'avais trouvé ça le fun comme film. C'était l'idée de faire un film à la Bruce Lee, mais avec Ouais. des acteurs afro-américains. Ouais, mais c'était bon. Puis c'était vraiment, tu sais, il y avait toute la trame sonore un peu avec des Il y avait artistes, Vanity hein. qui était là-dedans. Vanity était Oui, là-dedans. Vanity, Elle ouais. était cute, hein? Ah, Elle était belle, pas à peu près. Ah ouais.
Bon, écoute, je l'avais dans ma liste, Flesh and Blood, je l'avais noté. Ah, ben oui. Clou, le film Clou. adapté du jeu. Un film qui devrait pas être bon, mais Finalement, que c'était bon. on embarque. Là. Oui, les acteurs sont tellement engagés. T'as toujours l'excellent Tim Curry là-dedans, Michael McKean, Christopher Lloyd. C'est un casting 5 étoiles. Puis c'est une bonne petite comédie. Ça s'écoute bien, comédie policière. Oui, ça s'écoute très bien. Basée sur le jeu. Avec trois fins différentes, je pense. Ouais. Ouais, je me souviens. Moi, j'ai tellement joué à ce jeu-là, Clou, quand j'étais jeune. Ah, j'aime ça encore aujourd'hui. C'était vraiment... Oh, c'était encore le fun à jouer. Il y a eu... ça, c'était peut-être un peu moins bon, Red Sonja avec Bridget Nelson. C'est drôle parce que Arnold, il dit toujours que pour punir ses enfants, il leur montre Red Sonja. Puis il paraît qu'ils font plus les... Non. Ils font plus les tannants après. C'est efficace. Il l'a fait vraiment tu parlais de tourner par contrat. Je pense que celui-là, il l'a fait parce qu'il était lié... Il n'avait pas vraiment envie, mais bon. Il y a eu un film avec Al Pacino on était plein d'espoir pour ce film-là, puis ça n'a pas marché. C'était Révolution, un film qui se passe dans le temps de la Révolution française. Il y avait Nastasia Kinski qui était là-dedans. C'est vraiment un gros film mais qui a passé dans le bar. Qui a passé dans le bar. Fait qu'on va le passer dans le bar. Oui, ben oui. Chorus Line avec Michael Douglas qui était excellent. C'est un Michael Douglas là-dedans qui dirige une troupe de danse. C'était très, très bien comme film. Il y a eu la suite de National Lampoon Vacation, European Vacation avec Chevy Chase, qui reprend l'histoire de la famille Griswold, toujours intéressant. Le dernier survivant, Dernier homme sur Terre. Ça, c'est un de mes films préférés. T'as aimé ça, The Quiet Earth. J'ai beaucoup aimé, réalisé par Jeff Murphy. Ouais. Ça m'avait marqué, ce film-là. J'ai vu ça quand j'étais jeune, puis le fait on s'imagine tout le temps, ça ferait quoi être le dernier homme sur la planète, là? Ouais. Puis tu vois que le gars, ça l'affecte parce qu'à un moment donné, dans le film, il commence à devenir fou à cause de la solitude, là. Très bon film. Ah, les acteurs sont bons, puis le climax du film est intéressant. Ouais. Une autre adaptation de Stephen King avec Drew Barrymore, Cat's Eyes, qui était un film que j'ai découvert récemment parce que un de mes amis l'a acheté, puis je l'avais jamais vu. Vous l'avez écouté ensemble? Ouais, on l'a regardé, puis on a trouvé ça bon. Hein. Ouais, c'est le fun. Il y a des bons moments dans ce film-là. Non, non, j'ai beaucoup aimé. En France, il y a eu quelques hits, on va les nommer rapidement. Il y a eu Subway de Luc Besson avec Christophe Lambert, avec Isabelle Adjani qui jouait là-dedans aussi, qui se passe évidemment dans le métro parisien. On a 3 ans mais un coup fin qui va connaître des remakes américains, mais le film français, ça a été un gros hit l'année que c'est sorti. Ça a été même un hit aux États-Unis, un peu partout dans le monde. C'est pour ça qu'on va s'approprier le scénario pour en faire une suite aux États-Unis, un remake. Il y a eu un Belmondo qui a été tourné à Montréal, Hold Up de Belmondo, qui a été tourné à Montréal. Il y a un caméo de Francis Reddy là-dedans. C'est Guillaume de Métivierge qu'on voit là-dedans, je pense. Non, c'est Francis Reddy, il est avec une fille là, dans le parc. Là, oui, puis on voit Guillaume de Métivierge qui est un petit cul, qui est vraiment pas vieux là-dedans. Là. C'est dans le temps qu'il disait pas trop de niaiseries. Et il y a Les Spécialistes aussi, qui a été un petit film d'action qui est intéressant. Lady Hawk. Lady Hawk de Richard Donner. Non, Richard Donner qui en a fait deux maudits bons cette année-là. Oui, c'était une bonne fantaisie ce film-là. Il y a Rutger Hauer qui joue là-dedans, Matthew Broderick. Michelle Pfeiffer. Ouais, c'était bon. C'était excellent. My Beautiful Laundrette qui nous a initiés à Daniel Day-Lewis, qui était excellent là-dedans. Film qui avait été, je crois, qui avait eu une nomination aux Oscars. Petite interruption de programme parce qu'il y a des films qui ont été oubliés, les gars. Hein? Vous avez oublié quelques films, Rico et Hugo. Et Rico numéro 2 est là pour rectifier le tir. Alors, rapidement, dans les films importants, un des plus importants de 1985, je ne sais pas pourquoi Hugo et Rico ont oublié ça, mais pourtant, c'est un des films préférés à Rico. Donc, Brazil de Terry Gilliam, qui est un des meilleurs films des années 80, avec Jonathan Pryce qui fait un bureaucrate qui tente de corriger une erreur administrative et qui va devenir un ennemi de l'État. Un film au visuel absolument extraordinaire, un des meilleurs de Terry Gilliam, et on a en prime Robert De Niro qui est excellent là-dedans. Évidemment, des membres des Monty Pythons, dont Michael Palin qui fait un rôle assez dérangeant. Donc,
Brazil, une imagerie extraordinaire et un film merveilleux de Terry Gilliam qui mérite assurément d'être nommé parmi les grands films de 1985. Également, ceux qui sont des fans du Brad Pack, Emilio Estevez, Demi Moore, Andrew McCarthy, on les retrouve tous dans Saint Elmo's Fire de Joel Schumacher, qui raconte un peu les déboires d'une bande universitaire qui vont découvrir c'est quoi la vie d'adulte. Donc, c'est un film, c'est cute, une belle petite comédie, réalisé par Joel Schumacher, avec des acteurs qu'on aime encore énormément. Moi, je suis un gros fan, notamment de Emilio Estevez et Demi Moore, qu'on a revu récemment dans The Substance. Il y a l'excellent western Pale Rider, réalisé par Clint Eastwood, dans lequel il fait un mystérieux prédicateur qui protège une ville de prospecteurs qui travaillent pour le compte d'une compagnie minière qui veut empiéter sur leur territoire. Donc, le bon vieux Clint, encore une fois, qui persiste à faire des westerns, même si le genre est un peu moins populaire. C'est un très, très bon western avec encore Clint qui fait un héros mystérieux qui arrive un peu de nulle part pour défendre la veuve et l'orphelin. Donc, Pale Rider qui mérite assurément de faire partie. Des très bons films de 1985. Ceux qui aiment les comédies avec John Candy, il y en a une qui a été réalisée par Carl Reiner qui s'appelle Summer Rental, dans lequel John Candy fait un contrôleur aérien complètement surmené. Il va décider d'amener sa famille en Floride. D'ailleurs, le titre français du film, c'est Les Chester en Floride. Et rendu là-bas, il va se heurter à une série de péripéties. Hein. C'est des vacances qui ne seront pas de tout repos. C'est pas un grand film, mais c'est le fun. Hein. On aime toujours voir John Candy dans des bonnes comédies. Et Summer Rental, quand c'est l'hiver et qu'il fait froid, c'est le fun d'avoir une comédie qui se passe dans un endroit où il fait chaud. Donc, Summer Rental avec John Candy, réalisé par Carl Reiner. Il y a Akira Kurosawa qui a fait une excellente adaptation du Roi Lear de Shakespeare, dans lequel, dans le Japon médiéval, un seigneur de guerre âgé prend sa retraite et décide de passer le relais à ses 3 fils qui vont littéralement se déchirer pour son empire. Donc, une adaptation de Shakespeare par Kurosawa. C'est pas la première fois que Kurosawa adaptait une pièce de Shakespeare dans un de ses films. Et ça a donné vraiment un film exceptionnel, un des très très bons de l'année 85. Il y a eu aussi un excellent Woody Allen, The Purple Rose of Cairo, La Rose pourpre du cœur, avec Jeff Daniels et Mia Farrow, qui va dans un cinéma. Hein, c'est une mordue de cinéma, Mia Farrow, là-dedans. Et elle rêve de rencontrer les personnages qu'elle voit dans les films. Et un jour, il y a un des personnages d'un film qu'elle écoute qui va littéralement sortir de l'écran et venir dans le monde réel. Ce personnage-là est joué par Jeff Daniels. Super bonne comédie, très très beau film. Une des belles réalisations de Woody Allen, c'est d'ailleurs un de ses films préférés, de ceux qu'il a fait lui-même. Donc, une belle période pour Woody Allen qui nous offre un de ses meilleurs films ici. Prizzi's Honor, l'honneur des Prizzi. Hein? Kathleen Turner était très populaire dans ce temps-là. Et on l'a matché avec Jack Nicholson là-dedans. Et ils font 2 assassins qui vont tomber en amour l'un de l'autre. On a déjà vu cette histoire-là quelques fois. Mais cette fois-ci, c'est intéressant parce que c'est une histoire qui est entre les mains de John Huston, réalisateur légendaire, qui a décidé de s'associer avec Nicholson pour un excellent film, une très très bonne comédie. Donc, Nicholson et Kathleen Turner dans l'honneur des Prizzi. Dans Young Sherlock Holmes, qui est une production, encore une fois, de l'équipe de Steven Spielberg, on va retrouver un jeune Sherlock Holmes adolescent qui va enquêter sur une série de morts étranges. Et donc, on retrouve ce personnage célèbre de Arthur Conan Doyle qui va être interprété par un jeune comédien et il y a un petit côté fantastique dans cette intrigue-là. C'est le fun, c'est un film bien amusant dans lequel on retrouve évidemment le personnage de Sherlock Holmes et évidemment son complice
de toujours, le fameux Dr. Watson, qui est un adolescent aussi également là-dedans. Donc, une touche adolescente pour cette histoire de Sherlock Holmes, Le secret de la pyramide, réalisé par l'excellent Barry Levinson. Et il y a également Dario Argento qui a fait un film avec Jennifer Connelly qui, là-dedans, joue une adolescente qui réussit à communiquer avec les insectes et qui va aider à résoudre une série de meurtres étranges. Donc, un film, encore une fois, un peu surnaturel avec la belle Jennifer Connelly, avec la réalisation experte, devrais-je dire, de Dario Argento. Donc, film étonnant. On ne peut pas passer sous silence, pour terminer, l'excellent documentaire Shoah de Claude Lanzmann qui nous rappelle un peu les événements de la Shoah à travers le témoignage de gens qui ont vécu cette période-là, c'est-à-dire des survivants. Il y a un ancien nazi qui fait un témoignage dans le film. Et toutes sortes de témoignages qui nous ramènent dans cette époque-là et qui nous font vraiment comprendre les horreurs qui se sont passées durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, un documentaire essentiel qui dure une dizaine d'heures et qui fait partie vraiment des œuvres importantes de 1985. Alors, c'est beau les gars, je vous laisse continuer votre émission. Vous faites de l'excellent travail. Alors, Rico et Hugo, de retour à vous. Moi, je vais aller prendre un petit drink et je vais continuer de regarder l'émission. Beau travail, les gars. Friday the 13th, on continue avec un New Beginning. On avait dit que c'était The Final Chapter. Maintenant, il suffit de dire un New Beginning. Mais ça, ce film-là, je sais pas pourquoi, mais je devrais pas rire, là, mais il y a une scène dans le film où le gars, le gros, il donne une barre de chocolat au gars, puis le gars, je sais pas, il vire fou avec la hache sans aucune raison. Il donne un coup dans le dos. Mais tu sais, c'est tellement gratuit. Là. Mais... En tout cas... Mais écoute, quand c'est gratuit, c'est correct. Ouais, mais c'est ça, ce film-là, c'était particulièrement gratuit. Ouais. Côté arts martiaux, on a été gâtés cette année-là. Ça a été le premier American Ninja avec Michael Dudikoff, qui était tourné par la Cannon Group. C'était le fun. C'était niaiseux, c'était con à mort, mais c'était le fun. Ouais. Il y a eu Jim Kata où on mélangeait la gymnastique. Ça, c'était pas le fun, par contre. Avec les arts martiaux. Ça, c'était... Jim Kata, le parcours de la mort. La scène, là, quand il est sur le truc de gymnase, puis il se bat contre il se bat contre des zombies. Les zombies, ouais. Je suis pas sûr que le réalisateur, je pense qu'il se cache aujourd'hui. Il veut pas trop. Mad Max Beyond Thunderdome. Oui. C'est surprenant, mais c'est un Mad Max dont on parle pas assez souvent. Tu t'avais déjà dit que c'était... C'est mon préféré. C'est ton préféré. Oui, ben, ça puis Road Warrior, c'est mes deux préférés. Hein. Mad Max 3, c'est comme j'ai dit, c'est l'ambiance du film, surréel un peu. Ouais. Oh, il va sauver des enfants. Le design du Dôme du Tonnerre était impressionnant, je trouvais, avec tous les spectateurs qui sont assis un peu partout autour. L'ambiance. Tina Turner qui était là-dedans, qui a fait des tunes qui étaient fabuleuses pour le film aussi. Ben oui. Il en a fait 2 qui ont été des hits. Il y a eu Howling 2, qui était peut-être pas aussi extraordinaire que le premier, mais quand même, il y avait Christopher Lee dans le deuxième. Return of the Living Dead. Oui. Ça, c'était bien, ça. C'était très bien. Très bon film de zombies. C'est un film de zombies qui sort un peu des sentiers battus. Ça ressemble pas pantoute aux autres films de zombies. Non, des zombies qui courent là-dedans. Qui parlent même. Qui parlent. Avec les ados là-dedans, ça fait tellement 1985 comment ils sont habillés aussi. C'était tourné, je pense, par Dan O'Bannon qui avait coécrit Alien, je pense. Il avait coécrit Alien, il avait participé à Dark Star aussi avec John Carpenter. Ouais. Il y a eu un petit film de science-fiction dont on n'entend plus vraiment parler, Daryl, avec un petit garçon. Oui, c'était le fun, ça aussi. Daryl. Série noire pour une nuit blanche avec Jeff Goldblum et Michelle Pfeiffer, réalisé par John Landis. Ça, c'était intéressant. C'était une petite comédie intéressante dans ces années-là. Il y a eu Brewster's Millions avec Richard Pryor. Comment dépenser $1 million en 30 jours. En 30 jours, quelque chose comme ça. Moi, je n'irais pas ça, faire ça, cette affaire-là. Dépenser $1 million par jour pendant 30 jours. Ça doit être dur, par contre. Surtout dans les années 80, là, on n'était pas dans les mêmes barèmes qu'aujourd'hui. Non, c'est ça. Year of the Dragon de Michael Cimino avec Mickey Rourke. À mon avis, ça a été un des meilleurs films de 85. Ah, absolument. L'année du dragon, c'est... Comment je pourrais dire? C'est un film...
super bon film policier avec, on voit la mafia chinoise là-dedans, les triades. Ouais. Mickey Rourke qui est un espèce de flic Raciste un peu. raciste macho comme ça se peut pas. Il joue Stanley White, un policier qui a vraiment existé. Là. Oui, c'est vrai. C'est un policier qui a existé. Non, ce film-là, techniquement, super bien fait. Serais-tu d'accord pour dire que c'est un des bons rôles de Mickey Rourke dans sa carrière? Avec Angel Heart, je dirais. Ouais. Puis peut-être John Belle Gueule, mais oui, c'est vraiment dans ses meilleurs films. Breakfast Club. Ouais. Tu sais, tantôt, on disait que les producteurs disaient qu'il n'y avait pas assez d'idées originales puis de bons films. Je suis pas d'accord. Je trouve que ça aurait dû être une des meilleures années 85. Breakfast Club, c'était... Encore là, c'est un film qui devrait pas marcher, mais les personnages sont tellement intéressants. Parce que les personnages ont absolument rien en commun. Ouais. Puis à la fin de la journée, ben, ils sont devenus des amis. Hein, À la base, ils sont un peu stéréotypés au départ. Tu sais, t'as le nerd, le sportif, le bum. La Ils princesse. représentent un peu, dans le fond, un microcosme un peu de ce qu'est la vie étudiante. Parce qu'on retrouve ça dans les écoles. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant c'est comme tu dis, c'est le développement des personnages. Exactement. On rentre un peu. Au début, c'est une comédie, ça devient un drame à un moment donné. Puis on sait ce que les personnes traversent, on comprend beaucoup plus leur motivation. Puis c'est un film que je trouve qui est aussi bon aujourd'hui. Ben, c'est quasiment c'est un des parmi tous les films de John Hughes, je pense que c'est celui qui est aujourd'hui qui revient le plus souvent. Tu sais, les jeunes d'aujourd'hui écoutent Breakfast Club puis l'aiment encore ce film-là. Même si ça date des années 80, parce que les préoccupations des jeunes, ça reste. Tu sais, des jeunes de cet âge-là ont tous un peu les mêmes préoccupations. Absolument. Puis quand on est ado, Dieu sait que la vie est compliquée. Hein. Ouais. Police Academy qui arrivait avec son deuxième film, là, on va en faire une pléiade d'année en année. Ouais. C'est un peu le même film qui se répète. C'est le même film pas mal. Hey, j'ai le goût de ramener Bird! Bird! Avec Stick! Stick! Ouais. Je me souviens du tagline « It's his last chance and he's going to fight for it ». Ça correspond un peu à la carrière de Burt Reynolds aussi. Ouais, c'est vrai. C'était sa dernière chance. Ouais. Burt, là, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre Burt? Hein? Il a mal géré ça, je pense. Mais ça me semble que j'aurais vu Stick. Tu sais, t'as reçois le scénario, tu vois Stick, tu passes au studio. Tu le lis même pas. Pauvre Burt, on s'excuse. Paix à ton âme, Burt. Donc, Teen Wolf avec Michael J. Fox. C'est vrai que c'est un film dont Michael J. Fox a honte. Il a honte. Il ne veut pas trop en parler. Écoute, c'est tellement... Pour moi, c'est un trip de nostalgie, ce film-là. Oh, ouais, c'est le fun. Ah oui, c'est... On peut pas haïr Michael J. Fox. Non. Tous ses films, on les aime. Il y a eu Opération Beurre de Pinot. Film qui a eu... Québécois. Les Comptes pour tous, je pense. Comptes pour tous, ouais. Ça a été comme le deuxième Comptes pour tous. Bon, Opération Beurre de Pinot, ça t'a-tu marqué? Ben, ça m'avait fait peur quand j'étais petit. C'était freakant un peu comme film. Ça m'avait fait peur, puis j'ai pas voulu le revoir après. Là, tu sais, à quoi ils ont pensé de faire un film pour enfants avec cette histoire-là? Tu sais, c'était assez... c'était quasiment... Ça frôlait un peu avec le film d'horreur. Real Genius avec Val Kilmer, tu sais, dont tu as eu le bonheur de rencontrer. Ça faisait partie des films d'adolescents. Et Real Genius, tu sais, à cette époque-là, à un moment donné, j'avais fait une vidéo où je parlais qu'on faisait souvent des films d'adolescents avec... on mélangeait un peu la science avec le... Tu sais, Retour vers le futur, c'est un peu ça. C'est un scientifique qui invente une machine à voyager dans le temps, puis c'est un jeune qui est mélangé, un peu à ça. Real Genius, encore une fois, c'est un genre de... des étudiants qui inventent une arme sans trop le savoir. Ils font une expérience que... Il y a même un laser là, que l'armée va pouvoir utiliser. Mais c'était sympathique comme film. Pee-wee's Big Adventure, réalisé par Tim Burton. C'est son premier film, je pense. Que Criterion est supposé sortir dans la collection Criterion prochainement avec Pee-wee Herman. Invasion USA, pour ceux qui aiment Chuck Norris. Ça, c'est la fameuse affiche. Tu sais, si tu as une affiche à avoir de Chuck Norris, c'est celle-là, avec sa chemise et ses deux gants. C'est drôle parce que le tagline, ça dit « L'Amérique n'était pas prête, mais Chuck Norris l'était ».
Tu sais, quand on considère toutes les jokes de Chuck Norris Oui. qu'on entend tous les jours depuis... Mais pour vrai, ce film-là, c'était pas bon. Non, c'était pas bon. C'était pas vergeux, mais en tout cas, disons que dans les clubs vidéo, ça a eu quand même un certain succès. Chevy Chase, qui est arrivé avec Fletch. T'as-tu aimé ça? Oui, j'aimais ça, Fletch. C'était pas pire. Ouais, c'était bon. Il se déguisait dans tout ça. C'était un peu un détective, un film de détective, mais amusant. Jagged Edge avec Glenn Close et Jeff Bridges, qui était un film. Oui, c'était un bon film judiciaire. Film judiciaire. Death Wish 3 avec Charles Bronson qui arrivait à New York avec sa grosse mitraillette pour défendre des gens du troisième âge qui étaient aux prises avec des gangs de rue. Death Wish, dans le fond, là, quand tu penses à ça, Bronson, il a vengé sa femme, sa fille, son chien, son beau-frère, le voisin d'à côté. Il a vengé J'ai tout le monde. jamais été un fan de Charles Bronson. Non. Non, ces films, je sais pas si... Je trouve qu'il y a toujours la même expression. Moi, je plaide coupable. Moi, je suis quand même un fan de Bronson. Ouais. Il y a une expression, mais je l'aime. Ouais. OK, Commando avec Arnold Schwarzenegger qui sortait qui imitait un peu Stallone, hein, qui voulait avoir un... Commando. Quand on le voit au début avec son séquoia sur l'épaule, en train de s'en... Et le méchant, hein, qui est là-dedans. Tu te souviens comment il finit avec un tuyau? Oui, un tuyau. Il lance un tuyau, puis il y a de la boucane. Ouais. Je me rappelle pas le one-liner. Il dit... crache ta vapeur, c'est pas le même. Mais mon préféré, c'est quand il est dans l'avion, là, puis il sac un coup de coude au gars, il casse le cou, puis il dit réveille-le pas. Il est mort de fatigue. Oui, il est mort de fatigue. Ou quand il tient le gars avec une main, là. Il dit tu avais dit que tu me tuerais le dernier. J'ai menti. Il le laisse tomber. C'était bon. Code of Silence, là, c'était bon. On s'entend, là, c'était divertissant. Très divertissant. Code of Silence avec Chuck Norris, qui est un autre... c'est reconnu Code of Silence comme un bon Chuck Norris. C'est réalisé par Andrew Davis, qui va faire un peu de film. C'est un bon Chuck Norris. C'était pas pire, c'était bien réalisé. Weird Science, ça, j'ai un soft spot pour ce film-là. Ah, c'est bon, ça. Avec Anthony Michael Hall. Ouais, c'est tellement bon. Un autre kick de notre jeunesse, on en parle. Ils ont tous réalisé nos fantasmes de jeunesse en 85. Tu sais, d'avoir des gars qui veulent sortir avec les belles filles de l'école. Ouais. C'est pas les plus populaires. Non, c'est ça. Mais ils décident de prendre les choses en main puis d'en fabriquer une. Mais c'était drôle. Ils font un party à un moment donné dans la maison, puis ça dégénère. T'as la gang de Hells Havas qui arrive. Ouais, là, ils font de la motocross, puis c'est complètement fou. Il y a un missile qui pousse dans la maison. Kelly LeBrock qui était parfaite pour le rôle. Ouais, c'était... Et Bill Paxton qui se transforme en tas de marde. Je pense que c'est lui qui vole le show. Ouais, Bill Paxton. Qui vole le film. Le frère idiot, là, le gros bully. Là. Mais quand il se transforme en gros tas de marde, ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai beaucoup aimé The Legend of Billie Jean avec Ellen Slater. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ouais. Vous irez voir la vidéo. Vous allez voir. Je vomis mon amour pour ce petit film qui était un peu kitsch, mais moi, je sais pas. Ellen Slater, elle faisait battre mon cœur à ce temps-là. Il y a eu les Super Flics de Miami avec le duo Terrence Hill et Bud Spencer. Ça a été un de leurs gros hits. Ça a été un film super populaire. Il y a eu The Falcon and the Snowman, un film dont tu as déjà parlé. Oui, que j'aime beaucoup. Un film d'espion qui n'est pas connu, mais qui gagne... Timothy Hutton qui est là-dedans aussi. Oui, qui gagne à être vu. Très bien acté. Je le recommande. Coca-Cola Kid, moi j'avais beaucoup aimé ce film-là, qui est un petit film australien avec Eric Roberts, qui est un représentant de la compagnie Coca-Cola. C'est le fun, c'est une petite comédie sans prétention, c'est super amusant. The Stuff, dans lequel on trouve un produit qui ressemble un peu à de la crème glacée. Ouais. Finalement, c'est un blob. On va le breveter, le mettre en vente, et finalement, c'est un blob qui bouffe le monde, qui prend possession des gens. Il y a eu toutes sortes de petits films d'horreur. On va en passer quelques-uns rapidement. Il y a eu Demons de Lamberto Bava avec des gens dans un cinéma qui vont se faire posséder les uns après les autres en regardant un film où il y a des démons. C'était un film qui est devenu assez célèbre. Il y a eu Ghoulies qui surfait un peu sur la vague des Gremlins. Police Story, qui est, à mon avis, un des meilleurs Jackie Chan, faut vraiment le voir. Il y a d'ailleurs une scène de Tango and Cash qui a été pompée directement. Ah oui, ça je savais pas. Ah oui. La scène au début où Stallone tire dans le camion, puis les gars freinent. C'est littéralement calqué sur Police Story. Sur Police Story. Il y a plein de scènes mémorables. Jackie Chan, il faut le dire, dans cette période-là, il était à son summum, mais ce film-là, c'était très bon.
une suite de Nightmare on Elm Street qui fait pas l'unanimité avec Freddy's Revenge. Ouais, j'ai aimé ça pareil. Moi, je l'ai aimé. Il y a tellement de scènes cocasses dans le film, là. Ouais. J'ai aimé que Freddy arrive dans le monde réel aussi. Hein. C'était pas c'est pas le meilleur. Là. C'était pas mauvais. Il y avait pas des bons super. moments. Il y avait le Matou de Jean Baudin avec, on en parlait, Guillaume le Métivierge, qui a fait vraiment fureur au Québec. D'ailleurs, il y a je pense que ça se fait en ce moment. Là, il y a une adaptation théâtrale de ce film-là qui s'est fait au théâtre. Et il y a eu quelques années auparavant des courts-métrages d'Elvis Gratton. Eh bien, Pierre Falardeau a tout rassemblé ça et a fait le film Elvis Gratton, le King des Kings, qui est devenu un gros hit. Et le film, encore aujourd'hui, il se passe quasiment pas une journée sans que j'entende quelqu'un dire une réplique d'Elvis Gratton. C'est vraiment devenu un film culte. Un des films québécois les plus populaires avec Slapshot. Oui. Non, Slapshot, c'est... Oui, Slapshot. Mais tu sais ce que je veux dire. Slapshot, c'est pas un film québécois, mais comme disait, tu sais, dans les Boys, Stan, il disait, dans mon livre à moi, Paul Newman, il parle québécois. Là. Ouais. Bon, ça fait le tour un peu de l'année 1985. Ça a été toute Méchante année. Ouais. On n'a pas fini. Non. Fait que 1985, ça a été une année extraordinaire pour le cinéma, même si les producteurs n'étaient pas d'accord à l'époque. L'épreuve du temps nous a montré que ces films-là ont tous bien vieilli. Donc, restez à l'écoute du Ciné-Club de Rico parce que dans quelques jours, vous allez avoir la suite, l'année 1986. Il y a encore beaucoup de matériel à vous présenter. Beaucoup. Alors, merci Hugo. Ça fait plaisir. Salut tout le monde. Salut. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a pistol on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. To the little faggot with the earring and the makeup. Yeah, buddy, that's his own hair. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Mama, she got it sticking in the cameraman. We could have